situation d'aujourd'hui, c'est qu'il y a peu de dialogue entre le patient, la famille et l'équipe médicale. Il n'y a pas beaucoup de soutien et d'information. Et la situation désirée qu'on souhaite, ce serait qu'il y ait une seule même personne qui informe et qui soutienne le malade pour que le malade puisse, pour que le malade puisse être plus en confiance, qu'il y ait plus de cohérence dans les propos et moins de solitude pour le malade. On a trouvé qu'il y avait des moyens aussi au milieu de la situation d'aujourd'hui, la situation désirée, qu'il y aurait peut-être des moyens. Ce serait de repenser et de réfléchir et de redéfinir le rôle du médecin et des infirmières, et puis être plus attentif. Beaucoup de personnes ont dit que la nécessité d'avoir des infos, elle devrait émerger quand on est en bonne santé. Beaucoup ont dit c'est quand on est malade qu'il faut trouver l'assistante sociale qui va pouvoir faire le dossier le plus rapidement possible pour aller voir le médecin. On ne sait pas avant d'aller à l'hôpital quels documents nous seront demandés. Il parlait de la nécessité d'avoir une checklist de tout ce qu'il faudrait, mais dont on serait informé quand on va bien. Un médecin généraliste disait que quand il recevait quelqu'un qui avait l'air d'être un peu en errance, ou en tout cas non stabilisée, une jeune fille, etc., qui venait peut-être pour un soin quelconque, le médecin essayait de parler, par exemple, contraception ou information sur la santé avec cette personne. Quelqu'un lui faisait remarquer que son dossier était à Lyon et que quand il était venu sur Villefranche, eh bien, le médecin qui a pu s'occuper de lui en urgence n'avait que des bribes d'informations. Une information, il faut qu'elle soit accompagnée, il faut qu'elle soit expliquée, afin d'être, je dirais, intégrée, digérée. Dans tous les groupes, je crois, apparaît le souci de lire une ordonnance ou des analyses. C'est-à-dire que l'information arrive bien jusqu'à la personne, mais dans un langage, certains ont noté les soucis d'écriture, mais je crois que c'est surtout dans les mots, des difficultés pour comprendre l'information. Souvent, c'est le médecin traitant qui sert de décodeur. C'est-à-dire qu'on a pu entendre qu'il était difficile de discuter avec un chirurgien, par exemple, mais reparler des choses avec son médecin traitant était possible parce que lui fait passer l'information de façon accompagnée. Dans des guichets, on va dire, des personnes peuvent effectivement venir chercher de l'information, mais souvent ce n'est pas confidentiel, ce n'est pas confortable, et des personnes nous faisaient remonter que très souvent, elles vont avoir des demandes de renseignements plus par téléphone, parce que le lieu n'est peut-être pas adapté au passage de l'information et à l'explication de l'information. En sortant de la faculté, on apprend à reconnaître les maladies, à les diagnostiquer, à les soigner, et puis au fur et à mesure qu'on travaille, qu'on exerce le métier, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de choses qu'on n'a pas appris à gérer, en tout cas. Bon, la dimension humaine, déjà, c'est une chose, et puis la dimension sociale, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il ne suffit pas de diagnostiquer une maladie et d'en prescrire le traitement pour que le problème soit solutionné. Au début, on a appris à soigner, puis après on se dit, il faudrait peut-être dépister avant que les choses aillent trop loin, puis après on se dit, il faudrait peut-être prévenir même les maladies plutôt que de les soigner à un stade où quelquefois on ne peut plus faire grand-chose, en tout cas on a moins de chances de guérison ou d'amélioration. Au départ, on ne sait pas à qui il faut adresser. Bon, alors on arrive à retrouver dans le botal l'adresse d'assistante sociale du secteur, des choses comme ça, mais bon, c'est limité, on ne sait pas tout ce qui se passe. Et pareil pour ce qui est de l'accès aux soins, les démarches administratives, des choses comme ça, c'est des choses qu'on apprend sur le tas parce que les gens nous disent voilà, j'ai fait ça, on m'a dit qu'il fallait faire comme ça. Mais bon, nous personnellement, on n'a pas spécialement d'informations ni de carnet d'adresse. Et bon, chacun s'est un peu fait sur le tas ses réseaux, ses connaissances, ses carnets d'adresse. Mais c'est vrai que je pense que si on pouvait structurer un peu les choses et puis, je dirais, apporter des choses un peu toutes prêtes aux professionnels de santé, entre autres, je crois que ce serait vraiment un travail très, très, très utile
et positif. Nous souhaitons élaborer effectivement ce que nous avons appelé pour l'instant un guide d'orientation. Donc ce guide, c'est un outil de travail qu'on souhaite mettre à disposition des professionnels médico-sociaux et bien évidemment le médecin généraliste, de par sa position face à la population. Un guide qui faciliterait l'orientation de cette demande sociale du patient ou des personnes accueillies dans les services sociaux. Ce guide rassemblera, je pense, l'ensemble des structures sanitaires et sociales de la communauté de communes et mentionnera, si vous voulez, les cas les plus fréquemment rencontrés par ces professionnels, et notamment, tout à l'heure vous citiez, les démarches pour l'hospitalisation, quel papier faut-il pour être hospitalisé, tout ce qui concerne évidemment la CMU, le RNI, voilà, des situations bien précises, des cas bien précis où parfois, semble-t-il que le professionnel est démuni, notamment le généraliste, parce qu'il n'a pas toutes les clés. Les gens, je pense qu'ils en ont plus qu'on en pense parfois, des informations. Seulement, moi, je me dis, voilà, tant que j'ai pas mal à la jambe, même si je vois quand même une pancarte qui est affichée en marquant une adresse pour les gens qui ont mal à la jambe, mes yeux vont la regarder. Est-ce que mon cerveau va véritablement l'intégrer? J'en suis pas certaine. Et je pense que les urgences, c'est aussi un lieu qui peut être un lieu justement où certaines personnes vont peut-être enfin pouvoir exploiter une information. Et il y a parfois des gens qui ont besoin aussi qu'on se mobilise pour eux pendant un certain temps, enfin pendant un temps donné, avant de pouvoir se mobiliser eux-mêmes pour eux. Monsieur le directeur du centre hospitalier avait rappelé succinctement la mission de l'hôpital qui était d'accueillir les indigents, comme on disait dans le temps. Malheureusement, cette vocation-là, elle a quand même pris du plomb dans l'aile pendant les années glorieuses, les 30 glorieuses, comme on dit, où on a prétendu, dans l'organisation sociale globale, séparer le sanitaire du social. Et l'hôpital est devenu le lieu par excellence du soin technique, du soin unique. Et puis, la crise venant, les indigents revenant, et bien on s'est aperçu que c'était pas possible de séparer les choses de cette manière. Malheureusement, l'hôpital n'était pas tellement préparé à prendre en compte les problèmes sociaux. Ma consoeur, si je puis dire, a dit que les médecins étaient assez peu préparés dans leurs études. Les infirmiers sont peut-être un petit peu plus, je pense qu'on peut le dire. Mais enfin, il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Et le réflexe de l'hôpital, c'est de dire le problème du soin, on va le prendre en compte, puis le problème social, on va le refiler à l'assistance sociale. Et du reste, les mesures qui ont été prises avec les lois sur l'accueil des personnes les plus démunies à l'hôpital ont consisté essentiellement à la création de postes d'assistance sociale. C'est-à-dire que l'hôpital fonctionne aussi comme ça, en disant chacun sa spécialité. Sur l'hôpital, on pourrait très bien imaginer que dans certaines pathologies très graves au niveau pronostic ou chronique, que le diagnostic n'incombe pas au seul médecin, que l'annonce du diagnostic n'incombe pas au seul médecin, et que dans l'équipe hospitalière, on puisse avoir 3 ou 4 référents sur des casquettes différentes qui soient présentes au moment de l'annonce et qui du coup prennent la relève pour le soutien, reprise de l'information après et autre chose au niveau du malade ou de la famille. Ce qu'il faut travailler, c'est davantage le travail collectif. C'est-à-dire que l'ensemble des professionnels, à un moment donné, se ménagent des temps d'échange où chacun peut effectivement, en restant dans sa compétence à lui, faire valoir sa propre compétence, puis à un moment donné mailler ses compétences avec celles de l'autre, pour que le puzzle justement de la personne puisse se recomposer et qu'on ait une image véritable de cette personne. Longtemps, je pense que c'est peut-être faisable à l'hôpital de se retrouver, est-ce qu'il y a une unité de lieu? C'est vrai qu'en ville, ça reste à inventer. On ne peut pas avoir 50 000 dépositaires de l'information. Je pense qu'il ne peut y en avoir qu'un, en l'occurrence, c'est le médecin. L'infirmier, son rôle, c'est d'accompagner le questionnement, je veux dire, non pas sur l'information, mais sur le vécu de la situation. Il ne peut pas redonner c'est pas lui qui a redonné des informations. Et je crois que c'est le processus de l'information. Je veux dire, on ne peut pas
l'anticiper, on ne peut pas savoir comment vont réagir les gens, on ne peut pas anticiper effectivement la réaction, les questions, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui est très situationnel et très individuel. Pour moi, la santé, je n'étais pas tout à fait coutumier parce que déjà, je viens d'une société guyanaise où aller voir un médecin tout d'abord était hors de prix et c'était pas trop dans nos traditions. Et voilà, il y a plus d'1 an, je me suis retrouvé du jour au lendemain à l'hôpital. Donc c'est une grande expérience pour moi. Je me suis dit, bon, puisque tu es là, il vaut mieux d'essayer de réfléchir, de regarder, d'observer, de comprendre, de poser des questions pour savoir ce qu'on était vraiment, quoi. On ne peut pas soigner un patient si on ne connaît pas sa personnalité. L'écoute est importante pour savoir si le patient a besoin de conseils ou de médicaments. Ça éviterait une trop grande prise. Connaître le patient aussi permet de doser et d'évaluer le traitement. On ne réagit pas tous de la même façon. On ne va pas aussi systématiquement quand on est malade chez son médecin. Parfois on a besoin d'être écouté et de pouvoir parler de ce qui nous fait souci. Le médecin est aussi la personne vers qui on se tourne en toute sincérité. Peut-être ce n'est pas forcément vers les amis qu'on choisira en premier de parler de certaines choses. En cas de pépin grave, c'est l'urgence qui sera choisie. Aux urgences, il manque aussi, nous avons trouvé de personnes pour écouter, psychologues, éducateurs spécialisés. Il y a aussi une personne qui disait ça, quand on est malade, c'est bien qu'on nous donne la carte vitale, mais on m'a fait comprendre à travers cela que j'étais un assisté de la société, un mendiant. Quand vous vous présentez avec la carte vitale et le papier de CMU, on vous regarde comme si vous vous présentiez à l'aumône. J'ai déjà constaté cela plusieurs fois. Chez les généralistes, c'est là qu'il y a le premier contact, c'est là aussi qu'il y a une confiance, un contact, une communication. Je pense que le médecin, il est un peu tout. Un peu curé, un peu psy, médecin de famille. Dès que ça ne va pas, on va le voir. On peut arriver chez le médecin généraliste, même si on n'est pas très malade, en disant « Docteur, ça ne va pas, je ne me sens pas très bien ». Qu'en faut-il pour dialoguer, qu'on soit reconnu comme un interlocuteur, c'est-à-dire comme une personne et pas seulement un malade ou un dossier. D'être reconnu comme des personnes capables de comprendre, comme le demande cette participante. Qu'est-ce qu'on est? C'est pas parce qu'on n'a pas fait de grandes études médicales qu'on est inopérant à comprendre quelque chose. Mais au lieu de nous le dire, ce serait humain de nous le dire. Oui, il y a beaucoup à faire. Être reconnu comme des personnes capables de comprendre, comme ça semble avoir été le cas pour cet autre. À la médecine du travail, on a un entretien sur la boisson. Le tabac, on m'a expliqué les risques que je prenais. On m'a donné des conseils. Dès qu'on a une question, qu'on n'est pas sûr, je pose ma question au médecin. Ce n'est pas toujours la réponse que j'attends, mais par exemple, je ne savais pas ce que c'était qu'un infarctus. J'en ai parlé à mon médecin, il m'a expliqué que cela venait du myocarde. Ce qu'on attend, c'est parfois juste d'être soutenu, rassuré, comme en témoigne ce participant. C'est sûr que le soutien, ça fait beaucoup. Je pense qu'il devrait y avoir des gens pour l'aide à domicile, pour soutenir les gens qui n'ont pas de famille. L'urgence, pour moi, elle est la même pour tout le monde, enfants ou personnes âgées. À partir du moment où il y a douleur, où il y a grave problème, on doit prendre les personnes aussi vite les unes que les autres. Cette incompréhension peut en elle-même générer des troubles, comme en témoigne cette personne. En fait, on a l'impression qu'on nous fait la mendicité. Et ça, je suis rentré dans ce processus, ça m'a rendu malade. Franchement, et oui, je n'avais pas de CMU, mais j'étais malade parce que c'est cette incompréhension, ce forcing qu'il faut faire auprès de l'administration, moi je l'ai très mal vécu. Il ne suffit pas d'écouter pour écouter, il faut savoir écouter. Et si on sait réellement écouter, on peut déceler certaines petites choses qui éviteraient, je ne sais pas, d'un long séjour à l'hôpital, un long traitement. Mais je pense qu'on manque cruellement de centres d'écoute. Il y a des centres d'écoute pour des grandes catastrophes, des bonnes choses. Mais il n'y a pas assez de centres d'écoute plus près. Le choix d'une médecine salariée en centre de planification, ça me permet d'avoir du temps pour l'écoute, de travailler en équipe, avec une équipe avec laquelle on a défini une éthique de travail, le respect des gens qu'on reçoit. Donc je me sens plutôt en harmonie, même si je
sais que les problèmes que vous avez expliqués existent, mais on y est très sensible et réceptif sur le centre. Et surtout, la structure de l'institution nous permet ce mode de travail. Donc je crois que dans les choses, les disponibilités de l'équipe, des médecins en l'occurrence, moi récemment, là sur mes temps de consultation, l'écoute représente parfois presque plus de la moitié, quitte à parfois du coup ne pas aller jusqu'au temps médical parce que c'est plus le moment où il n'y a plus la place parce qu'il y a eu suffisamment d'écoute et d'ailleurs en soi c'est pas grave et on passe à autre chose ou on reporte ce temps médical, il n'était pas forcément nécessaire. On essaye depuis 3 ans de maintenir des liens qui font qu'on a des liens entre les gens qu'on reçoit et les partenaires et que du coup ces gens ils vont plus volontiers et ont plus confiance et on a des retours. Donc c'est vraiment le temps, l'éthique, le respect et le partenariat, ce sont des choses pour moi qui fonctionnent ensemble pour qu'il y ait un minimum de soutien aux gens, pour leur passer l'énergie nécessaire pour qu'eux après prennent le relais. Effectivement, les gens sont un peu découpés, un peu saucissonnés, même dans le travail social, et que parfois il faut qu'ils réexpliquent 15 fois leur histoire. J'exagère peut-être 15 fois, mais c'est presque ça. Et qu'administrativement, même cette fameuse CMU, elle est plus que tordue et compliquée. Pour moi, vu de ma place de travail, même si, et elle n'est pas très très juste, effectivement, et elle ne permet pas l'accès réel. Moi, je suis désolée, actuellement, quelqu'un qui est en CMU, qui a besoin d'une paire de lunettes ou de refaire ses dents, elle ne peut pas. Il faudrait aussi qu'on se demande, nous, en tant que travailleurs sociaux, si ce qu'on demande à nos personnes qui sont en face de nous, si nous-mêmes, on pourrait se le demander. Et je crois que là, ça changerait bien des choses. Parce que parfois, on est très exigeant et on ne s'exigerait pas pour nous, ces choses-là. Alors, on réfléchit et puis on travaille un peu plus tous ensemble. Et les choses bougent aussi. Parce que je crois qu'aussi, on a des personnes qui ont pour X raisons maintes difficultés et que personne, même les gens ici, ne sont pas à l'abri un jour peut-être se retrouver dans ces difficultés-là. Des connaissances dans notre domaine, évidemment, il y en a beaucoup, c'est assez pointu, les drogues, l'alcool, le tabac, toutes ces choses-là. Mais le véritable enjeu, il me semble, c'est pas de se cacher derrière cette dimension-là. Par ailleurs, les appelants eux-mêmes peuvent être tout à fait désireux de traiter les choses et de les ramener à une question de produit. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à ce produit, quel risque, quelle réduction des risques même. Mais pour autant, la vraie question de la démarche de soins et encore une fois de la souffrance psychique qui accompagne souvent des situations de détresse et de santé graves, enfin des nécessités de prise en charge parfois très lourdes, elle ne peut pas être ignorée. En alcoolologie ou en toxicomanie, les équipes travaillent en pluridisciplinarité depuis très longtemps. C'est vraiment leur façon de savoir qu'une prise en charge, c'est nécessairement dans le cadre d'un maillage, d'un soutien des professionnels entre eux également. Alors, il ne s'agit pas d'idéaliser non plus les choses, je crois qu'il y a beaucoup de travail, mais ça, ces réseaux-là, ils ont été renvoyés par les usagers à l'obligation de créer ce système-là d'accueil dans la pluridisciplinarité. Et enfin, un dernier mot, parce que j'ai une pensée un peu pour eux, peut-être dans un public là où il a beaucoup été question de l'accueil des adultes, une pensée pour les adolescents, où je crois qu'il y a beaucoup à faire, énormément à faire en termes d'accueil, d'écoute, sur la question de la santé, de l'accès aux soins des adolescents et de leur façon même de traiter ces questions-là. Est-ce qu'on ne peut pas aller aussi au-delà, à travailler à des rencontres collectives où des usagers, des patients peuvent être en dialogue, en réel dialogue avec du personnel soignant pour justement permettre cette écoute qui se construit effectivement, comme vous l'avez dit, dans la reconnaissance réciproque des uns des autres. Et puis, écoute qui permet après à chacun d'avoir les moyens d'agir. On essaye à travers certains outils, comme par exemple le photolangage, quand on rencontre les jeunes gens, à apprendre à s'écouter, à prendre la parole chacun à son tour, à se respecter. Donc, c'est vrai que à travers certaines actions ou outils, on peut apprendre à communiquer et à s'écouter. Si on écoute bien, on apprend des choses. On peut retravailler, reprendre et surtout à réajuster certaines idées, j'allais dire, préconçues. Il faut aussi pouvoir se décentrer quand on écoute de ses propres représentations
parce qu'effectivement, sinon, il n'y a pas moyen d'écoute, c'est un sens unique. Donc c'est important de s'en dégager et de ne pas plaquer des modes de pensée ou de fonctionnement qui du coup, coupent toute possibilité d'écoute. Et du coup, même s'il y a des actions derrière, effectivement, c'est en décalage. On ne se lance pas dans l'écoute comme ça, hein. Ça demande une remise en question, une analyse de sa pratique, pour justement éviter de se plaquer ou de plaquer ses propres pensées. Hein. D'où l'importance du travail en équipe, bien sûr, qui permet de multiplier les différents points de vue. Tout à fait. Et puis les autres vous renvoient aussi quand vous débloquez, quoi. Il y a nombre de médecins généralistes, spécialistes, dentistes qui n'acceptent plus les patients bénéficiant de la CMU. Donc moi, ça me rend très triste et j'espère simplement que la CMU vivra. Il faut nous signaler les professionnels de santé qui actuellement refusent de prendre la carte CMU. Ah bah c'est pas difficile, hein. Vous prenez Tara, il n'y a aucun dentiste qui la prend. S'il y a la K. Voilà, K. Et le pauvre vieux, il est débordé. Pas tous. Vous avez des enfants qui ont besoin d'appareils d'orthodontie, ils ne peuvent pas en avoir. C'est pas compliqué, hein. Les lunettes, c'est la même chose. Au niveau de la maladie, la CMU donc a été créée pour pallier à ces dépenses. Eh bien, je vous invite, si vous voulez, un jour, vous parlez du panier de soins. Vous parlez du problème. panier de soins, mais si actuellement, je peux vous dire qu'il y a des lunettes et des prothèses dentaires qui sont payées sur la CMU. Eh bien, vous nous donnerez les adresses parce qu'on ne peut pas envoyer, nous, les clients. Le but, c'est pas de jeter l'opprobre sur aucun corps médical, sur personne. Parce que moi, je vais vous dire sincèrement, le séjour que j'ai passé à l'hôpital de Villefranche, on s'est bien occupé de moi, j'étais bien soigné. Non, mais ça, je le dis quand même parce que c'est vrai, quoi. Mais il y a quand même des choses à faire, quoi. Il y aurait plein de petites choses à faire, quoi. Que cette réunion-là, qu'elle ne s'arrête pas là, quoi. Qu'il y a encore d'autres choses à faire, quoi. Et qu'il y a un mieux à apporter. Et derrière un mieux, il y a toujours un autre mieux à apporter. Donc, on n'a jamais fini d'apporter du mieux, quoi. Il est ressorti en fait 3 points très distincts mais très importants. 2 points qui ont été largement traités avant, qui ont été l'information, d'une part, qui était ressentie comme quelque chose qui passe très très mal. Les gens ne savent pas du tout les droits qu'ils ont au niveau de l'accès aux soins, au niveau de ce qu'ils peuvent faire lorsqu'ils sont malades. Bien souvent d'ailleurs, ils s'y prennent quand ils sont malades, c'est peut-être un peu le défaut aussi, je dirais, de tout le monde. Ça, c'était le premier point. On a le deuxième point qui a été bien traité aussi, qui était l'écoute, qui, globalement, c'est assez pareil, les gens se sentent un petit peu perdus. On a l'impression un petit peu que les spécialistes, un petit peu, que les gens du corps médical n'écoutent pas vraiment ce qu'on a à leur dire. Le troisième point qui est ressorti dans notre groupe et qui là est vraiment proche de l'accès aux soins, c'était la création de la CMU, qui était quelque chose de ressenti, qui a été ressenti comme quelque chose d'énorme, un progrès énorme qui a été fait au niveau de l'accès aux soins pour les plus démunis. Malheureusement, beaucoup sont perdus. D'une part, parce que beaucoup encore ne savent pas qu'ils ont droit à la CMU, et ça, ça paraît peu, mais pourtant c'est énorme. J'ai personnellement rencontré des gens qui ne savent pas qu'ils ont droit à la CMU. Vous avez des personnes qui ne sont pas obligées, qui ont des médecins, qui ne sont pas obligés de faire l'avance des frais, et vous en avez d'autres qui, pour les mêmes médecins, font l'avance des frais. Donc pourquoi? C'est un peu la question qu'on s'est tous posée. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs CMU qui existent? J'ai discuté avec des médecins qui n'ont pas compris pourquoi il leur faut 2, 3, voire 4 mois pour certains pour se faire rembourser. Ça, et je pense que c'est ce qui les motive à ne justement plus prendre la CMU. Donc ça rejoint un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure quand quelqu'un a dit qu'il valait mieux se faire soigner sur Villefranche que sur Tarare. Je peux dire que c'est faux. Sur Villefranche, beaucoup de médecins en ont marre, ils ne veulent plus la prendre, ils ne veulent plus prendre la CMU parce qu'ils ont du mal à se faire rembourser. En plus, je pense qu'aussi au niveau de la CMU, il y a un gros manque d'informations. Les gens ne savent pas ce qu'est la CMU. Alors pourquoi la CMU? Vous avez des gens qui ne savent pas qu'ils y ont droit et d'autres qui ne savent même pas à quoi ça sert. Voilà ce que disent un peu les personnes dans des autres groupes en disant que ça peut jouer par rapport au personnel médical. Ça peut jouer un rôle dans la bonne santé ou dans la guérison, le fait qu'on ait de l'importance pour ces gens-là. On n'est pas seulement une maladie à soigner, mais quelqu'un. Sur la difficulté à obtenir un dialogue avec le personnel aussi à l'hôpital. Hein. La dernière fois que je suis allé à l'hôpital, j'étais obligé de demander constamment ce qui se passe, comment ça évolue. Sinon, ils ne me disaient rien. Et quelqu'un disait, moi j'ai un problème d'estomac, je vais souvent à l'hôpital, on me fait rentrer un tuyau, mais je n'arrive pas à le faire passer, c'est trop dur. C'est bien, il y a un bon accueil, mais je n'arrive pas à l'avaler, je n'arrive plus à respirer.
Ils m'ont proposé de m'endormir, mais je ne veux pas, j'ai peur. Alors ils me disent, on ne peut rien faire pour toi, et ils me donnent des cachets. Quelqu'un rapportait une scène en disant, qui êtes-vous, vous êtes de la famille? J'ai dit, parlez-moi sur un autre ton, je ne suis pas de sa famille, mais je fais partie d'une association et j'amène ce monsieur. Votre travail, c'est de l'inscrire, vous n'avez pas de commentaire à faire. Pour elle, donc la personne qui accueillait, je ne sais pas quelle était sa qualité, un malade alcoolique, c'est un taré. L'alcoolisme, c'est une maladie, mais ce n'est pas considéré par les bonnes gens de la société comme une maladie. Un alcoolique, c'est quelqu'un qui porte une tare, il y a un phénomène de rejet qu'il faut dénoncer, alors qu'il n'était pas du tout agressif. Et puis alors, je voulais aussi rapporter 2-3 éléments, mais là, ils seront peut-être mieux à même encore de le compléter en direct, extrait du travail des groupes de professionnels. Il y a eu des rencontres de groupes de professionnels de santé publique et de médecins libéraux, et où ils se sont dit des choses aussi extrêmement importantes sur la manière d'écouter la parole des patients. Un jour où je recevais quelqu'un, dit ce médecin, ce monsieur me dit qu'il ne sait pas où dormir le soir. Moi, médecin, ce n'est pas du tout mon rôle de répondre à ce type de demande. Le monsieur me donne le nom d'un responsable d'une association qui peut apporter une aide dans ce cas. Je propose de l'appeler. Cela s'est fait pendant le temps de la consultation et je faisais du travail social. Le bénévole de l'association que j'ai appelé a ensuite tout géré, alors que lui aussi était en train de travailler. Le patient aurait pu téléphoner en dehors, mais il a utilisé le moment de la consultation pour cela. Il était là avec sa demande et j'ai pensé que je ne pouvais pas refuser. Un autre exemple aussi, à propos d'un jeune homme en situation de très grande précarité et suivi en alcoolologie. Il a aussi un besoin affectif très fort, dit le médecin, exister quelque part, sinon il se dit « qu'est-ce que je fais là ?» Il n'a pas un rond et en début d'année il m'a apporté des cadeaux. Il a 200 balles pour le mois, je le vois en consultation et puis je vois quelqu'un d'autre. Quand la personne part, je le retrouve dans la salle d'attente. Je lui demande s'il a oublié quelque chose et il me sort ses paquets. Je lui dis qu'il ne faut pas, mais lui, si, ça me fait plaisir. Il y a des transferts comme ça, et c'est ça aussi qui le tient. Pour des gens en situation précaire, il y en a qui ont surtout besoin d'entourage, qu'on les écoute. Avant qu'il y ait la CMU, dit un praticien, on m'amenait des enfants malades que je soignais, mais je disais aux parents qu'il faudrait peut-être un jour vous soigner, vous. C'est souvent l'enfant qui est le prétexte pour venir, et c'est l'occasion de prendre un rendez-vous pour eux-mêmes quand ils ont fait connaissance. L'écoute fait partie de nos priorités, de nos préoccupations quotidiennes. On n'est pas parfait, mais je crois que tous les jours, on essaie de se parfaire. La mise en place de la PAS dans le service des urgences nous a permis de mettre en évidence nos lacunes, de mettre en évidence nos difficultés, et notamment dans le domaine social. Ça nous a permis de travailler ensemble, de travailler en collaboration, de travailler entre infirmières, aides-soignantes, assistantes sociales, médecins, direction, pour essayer de répondre au mieux à la précarité, à la prise en charge de la précarité, à la prise en charge de l'exclusion. Je dirais que c'est une clé de notre réussite, même si c'est une petite réussite, mais qu'on progresse tous les jours. Voilà. Quelqu'un de précaire, en général, il a toujours un statut socio-culturel très distant, très loin de celui du médecin. Moi, j'ai rarement soigné, dans le cadre de Médecins du Monde, des médecins, j'ai rarement soigné des gens qui habitaient dans mon quartier. C'est toujours des gens très éloignés de ma culture ou de mon contexte, de mon contexte social. Donc, la réalité de cette rencontre, c'est que c'est une rencontre qui est difficile et qui génère de l'appréhension à la fois du côté du malade, mais à la fois du côté du médecin. Le malade va avoir peur d'être jugé, il va avoir peur de parler. Mais le médecin aussi, face au malade, a une certaine pression dans la mesure où il va avoir peur de ne pas être à la hauteur, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et lui, pour le coup, le médecin a la pression parce qu'il a l'obligation de soigner souvent. Notamment la CMU, le médecin a l'obligation d'accueillir quelqu'un qui a la CMU. Donc quand on est face à quelqu'un dont on sait souvent absolument pas comment on va s'en sortir, nous les grands patients, les grands malades SDF qu'on voit à Lyon, ou même les enfants dans les bidonvilles, quand ils ont une gastro-entérite et qu'on sait très bien qu'ils ont une gastro-entérite parce que leurs parents leur donnent à manger de la nourriture dans les poubelles parce qu'ils n'ont pas le choix, comment nous, en tant que médecins, on peut soigner un gastro-entérite? C'est très difficile de trouver de la nourriture, c'est très difficile de faire en sorte que ces gens puissent se laver, donc la situation est assez angoissante pour le médecin. Malgré ces difficultés, il faudra à la fin aboutir sur un contrat, que le médecin et le malade aboutissent à une décision commune. Donc en pratique, comment faire? Il y a une méthode de travail qu'on essaye de mettre en pratique à Médecins du Monde, c'est ce qu'on appelle la théorie de la maladie.
C'est-à-dire quand on est face à un malade et qu'il va y avoir une demande de soins, qu'on va parler d'un problème de santé, d'une fièvre ou d'une rhino, on va prendre le temps en tant que soignant de demander au malade de nous expliquer sa théorie de la maladie. C'est-à-dire, vous êtes malade, vous plaignez d'avoir la température, à votre avis, pourquoi vous avez la température? Donc le malade va expliquer pour telle ou telle raison. Et puis après, en tant que soignant, on va prendre le temps d'expliquer sa théorie de la maladie. Moi, je pense que vous avez de la fièvre pour telle et telle raison. En sachant que, quand on est soignant, sa théorie n'a pas plus valeur de vérité que la théorie du malade. Je vais prendre l'exemple d'une femme qu'on a vue qui avait une anémie assez sévère, qui était d'origine africaine, et on proposait à la dame de faire des examens sanguins, ce qu'elle a fini par faire. On a découvert une drépanocytose, et on lui expliquait qu'il fallait faire des transfusions régulières, et cette femme n'allait pas aux soins, en fait. Bon, on était dans l'incompréhension, il y avait de l'agressivité qui montait, on commençait l'attitude souvent malheureusement classique face à quelqu'un qui n'obéit pas à la demande du médecin. Et puis un jour, on a pris le temps de demander à la dame, mais à votre avis, qu'est-ce que vous avez comme problème? Et la dame nous a dit, mais moi je sais ce que j'ai comme problème. J'ai mon sang qui fait des allers-retours dans les tuyaux, parce qu'il y a un homme qui m'a jeté un sort. Donc à partir de là, quand il y a une telle différence, une telle distance entre les théories de la maladie, entre le soignant et le malade, c'est sûr que si on ne prend pas cette considération-là, on ne peut pas arriver à un consensus, on ne peut pas arriver à un soin, et on est forcément dans l'échec. Est-ce qu'il n'est pas urgent de s'interroger sur des structures intermédiaires qui pourraient faire un peu comme ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, prendre ce temps pour écouter la parole spécifique de ces personnes, ce qu'en aucun cas aux urgences on aura le temps de faire. Il ne faut pas s'illusionner. Il faut arrêter de dire qu'aux urgences on a le temps de ceci, de cela. On n'a pas le temps. Et on fait au mieux avec ce qu'on a, mais franchement il manque quelque chose. Et moi je ressens plutôt les personnes comme monsieur, comme des espèces de médiateurs justement qui peuvent à un moment donné, lorsque la situation l'impose, être les médiateurs entre l'hôpital et ces personnes pour que les choses s'améliorent pour eux, mais que l'hôpital a ses limites et qu'il faut en prendre conscience. C'est vrai que les consultations passent, on a une permanence le jeudi où ces personnes sont accueillies en priorité. Ça nous permet peut-être de mieux répondre à leurs besoins, de mieux les cadrer. Mais bon, je pense que ce n'est pas satisfaisant. Alors, où adresser ces personnes, là est la question. J'ai pris le temps pendant la pause de regarder un peu les panneaux, et notamment qui présentent toute votre démarche, qui pour moi est très créative. Comment vous avez mis en place cette connaissance partagée? Et aujourd'hui, je dis à beaucoup d'interlocuteurs, allez-y dans cette connaissance partagée, parce que c'est un espace de créativité formidable, où à la fois des habitants, des usagers, selon la manière dont ils sont positionnés, à la fois des professionnels, et je dirais même à la fois des élus peuvent arriver à mieux comprendre ce qui se joue aujourd'hui, alors que l'exclusion est une problématique complexe, une problématique qui souvent risque de nous rendre impuissants. Donc comment on arrive à mieux connaître pour mieux agir? Comment fonder la reconnaissance de ces personnes à qui à un moment donné on va demander de prendre la parole, elles ont pris la parole, on est bien content, on organise une après-midi, demain ça peut faire un colloque, après-demain un livre savant, et après